Ketchum Caldwell, 28 ans, était dans un tel état de choc qu'il pouvait à peine réfléchir. Un son assourdissant, semblable au rugissement d'une rivière en crue, résonnait dans sa tête. Il se sentait pris de vertige et dut s'asseoir rapidement pour ne pas perdre l'équilibre. Parvenant de justesse jusqu'au canapé du salon, il s'y agrippa fermement pour éviter de s'effondrer sur le sol. Bien qu'il entendît sa femme, Eden, parler, sa voix lui parvenait comme filtrée à travers l'eau, étouffée et déformée. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis » demanda-t-il, désemparé. « Écoute, Ketch, mon chéri, continua Eden, je suis tellement désolé que ce soit arrivé comme ça, mais on parlait justement d'acheter une maison et de fonder notre famille. On n'est mariés que depuis 5 ans. Chéri, il n'est pas question de toi ou de nous. Honnêtement, je ne sais même pas comment c'est arrivé, mais ça ne veut rien dire. » Ce n'était pas l'explication qu'Eden avait l'intention de donner à son mari. Elle sonnait creuse et hypocrite. « Ketch, s'il te plaît, écoute-moi, tenta-t-elle à nouveau. J'ai tout gâché. » Ketchum se redressa d'un bond du canapé, arpentant la pièce avec agitation comme un prédateur piégé. Il pressa ses mains fermement contre ses tempes. Il avait l'impression que sa tête allait exploser d'une seconde à l'autre. « Ah, d'accord, marmonna-t-il. Enfin, je ne sais pas comment je suis censé réagir à ça. Qu'est-ce que je suis censé dire ou faire? Je n'ai jamais été confronté à quelque chose comme ça. Mon amour, supplia Eden, s'il te plaît, assieds-toi. Tu me fais peur. » Eden tenta de le ramener vers le canapé, mais ses efforts furent vains. Ketchum commença à avoir l'impression que la pièce rétrécissait autour de lui, l'étouffant, rendant chaque respiration difficile. « Oh non. J'ai besoin d'aller quelque part pour digérer ça, annonça-t-il. C'est juste, trop. » Il se dirigea vers la porte. « Attends, » cria Eden désespérément, ne désirant rien tant qu'il reste. « Comment est-ce qu'on peut résoudre ça si on n'en parle pas ?» Des larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'elle le suppliait de ne pas partir. Ketchum ne répondit rien, levant les mains devant lui comme pour la repousser. Eden comprit que toute tentative de le toucher ne ferait qu'empirer les choses, alors elle recula. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-elle. « S'il te plaît, Ketch. Je sais qu'on peut arranger ça. Je t'en supplie, ne pars pas. » Mais c'était déjà fini. Il était parti. Le claquement de la porte d'entrée résonna dans toute la maison, sonnant comme un glas funèbre pour leur mariage. Eden n'avait pas menti à Ketchum. Elle n'avait vraiment aucune idée de comment c'était arrivé. Un instant, elle profitait d'un simple déjeuner avec Preston McCullum, et l'instant suivant, ils étaient engagés dans une relation sexuelle passionnée et primitive sur un lit branlant, légèrement parfumé à la moisissure, dans un motel quelconque à une courte distance du restaurant. Eden et Preston étaient des collègues qui déjeunaient régulièrement ensemble. Avant cet après-midi fatidique, elle n'avait jamais envisagé une seule fois d'être attirée par lui. En fait, elle avait toujours considéré Preston comme une sorte de figure paternelle. Ayant grandi sans père, ou du moins sans un père dont elle se souvenait, Eden repensa à ses interactions avec Preston. Elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse la considérer comme plus qu'une amie. Il n'avait jamais fait de commentaires suggestifs ou de blagues inappropriées. Un gentleman jusqu'au bout des ongles, Preston était toujours prévenant, bien qu'un peu réservé. Lorsqu'Eden l'avait rencontré pour la première fois au travail, il semblait triste et renfermé. Inquiète, elle lui avait proposé de déjeuner ensemble, sentant qu'il avait besoin de compagnie. Leur conversation était devenue agréable, et finalement, déjeuner ensemble était devenu une routine qu'ils chérissaient tous les deux. La dernière chose dont elle se souvenait était d'être assise en face de Preston à leur table habituelle dans le bistrot où ils prenaient souvent leur repas pendant leur pause. Tandis qu'ils discutaient et mangeaient, Eden parlait franchement de ses angoisses concernant la maternité. Preston semblait profondément engagé et empathique face à ses inquiétudes, qui étaient, à son insu à l'époque, des peurs communes partagées par de nombreuses femmes envisageant la parentalité, des peurs qui pouvaient parfois sembler accablantes. Preston s'était efforcé de la rassurer. Il lui avait constamment exprimé que, selon lui, elle possédait les qualités nécessaires pour devenir une mère exceptionnelle. En exprimant ses pensées, il posa doucement sa main sur la sienne, exerçant une légère pression. Le geste était purement destiné à être un signe de camaraderie. Tout ce qu'il voulait, c'était lui offrir du réconfort. Pourtant, une action sembla naturellement mener à une autre. Lorsqu'Eden reprit finalement ses esprits, elle se découvrit dévêtue, transpirante et dans une situation compromettante qui la stupéfia.
C'était une intimité qu'elle n'avait jamais connue, même avec Ketchum. Elle doutait sincèrement que Preston ait eu l'intention de la séduire. En effet, il semblait sincèrement désolé de sa part dans les événements qui s'étaient produits. Par la suite, toujours dans les confins de la chambre de motel, Eden succomba à une émotion accablante et commença à pleurer inconsolablement sur ses actions. Quand elle informa Preston de son intention de tout avouer à Ketchum, il la supplia avec ferveur de ne pas le faire. « Eden, écoute-moi bien. Je t'en prie, ne révèle rien à Ketchum. Je sais ce que je dis. Mon ex-femme a agi de même, une fois. Quand elle me l'a avoué, j'ai perdu le contrôle. Ce n'était pas que je ne valorisais pas son honnêteté, mais je n'arrivais tout simplement pas à concilier ce qu'elle avait fait. C'est pour ça qu'on a divorcé. Vous pourriez appeler ça mon orgueil masculin mal placé, mon ego, ou autre chose. Mais je ne pouvais pas laisser les choses en rester là. » Ces mots étaient sincères et chargés d'émotion. Quelques mois après la finalisation du divorce, une fois que j'avais surmonté ma colère envers elle, j'ai regretté mes actes, mais j'étais soit trop embarrassé, soit trop obstiné pour m'adresser à elle. 10 ans se sont écoulés, et je regrette encore de ne pas lui avoir donné l'occasion de communiquer. Je ne sais pas si notre mariage aurait pu survivre, mais mon refus d'entamer une conversation avec elle a créé un fossé entre moi et mes enfants. Et cela les a éloignés les uns des autres. Il poursuivit, notre relation n'a pas pu se rétablir. Pas même à ce jour. Au moment où j'ai finalement trouvé le courage de lui parler, elle était déjà partie. Les yeux de Preston se sont remplis de larmes en revisitant cette période douloureuse. Par la suite, il a appris que son ex-femme s'était remariée. En gros, elle avait tourné la page, ne gardant que des souvenirs de moi. C'est ça, ton appréhension maternelle, Eden. Je suis certain que tu n'as jamais rien fait de tel auparavant, et je crois que tu l'éviteras à l'avenir. S'il te plaît, Eden, fais-moi confiance. Les hommes et les femmes gèrent ces événements différemment. Ne lui dis rien. Eden, je t'en supplie. Quand tu rentreras à la maison, montre-lui simplement ton amour. Efforce-toi d'être la meilleure épouse et la meilleure mère possible, et oublie tout ça. Tu es une bonne personne qui a commis une erreur regrettable. Passe à autre chose. Je pense qu'il est prudent d'arrêter de déjeuner ensemble, temporairement. Je n'arrive pas à croire que j'ai mis ton mariage en danger. Faisons comme si rien ne s'était passé et continuons nos vies. Preston était rempli de regrets. Cet aspect était particulièrement difficile pour Eden. Bien sûr, elle regrettait profondément ses actes. Mais l'intimité elle-même. Eh bien, l'intimité avec Preston avait été enivrante. Comment pouvait-elle simplement faire abstraction de ce qui s'était passé? C'était clairement plus exaltant que toute expérience sexuelle qu'elle avait jamais eue avec Ketchum. En fait, elle n'était pas vierge quand elle l'avait épousé. Cependant, ses expériences antérieures au mariage se limitaient à quelques rencontres maladroites et inconfortables sur la banquette arrière d'une voiture avec un garçon de son école. Comment pouvait-elle cacher une telle trahison à Ketchum? Elle l'aimait de tout son être. Pourtant, elle craignait de ne plus jamais pouvoir faire l'amour avec Ketchum sans se rappeler le sexe extraordinaire qu'elle avait eu avec Preston. Sa seule issue semblait impliquer de tout avouer à Ketchum et d'expliquer ses raisons. Des raisons? Bon sang, elle ne comprenait même pas pourquoi c'était arrivé. Elle avait besoin de lui parler. Peut-être que consulter un thérapeute pourrait l'aider à mieux comprendre ses actes. Sûrement, ils pourraient surmonter cela ensemble. Pas vrai. Ce qui compliquait encore la situation, c'était sa réflexion croissante sur le conseil de Preston de tout dissimuler. Cependant, avant d'agir, elle choisit de consulter sa mère, avec qui elle avait toujours entretenu des liens très étroits. Après les réactions prévisibles de choc et de désapprobation, sa mère lui donna un conseil qui contredisait directement ce que Preston avait suggéré. « Écoute-moi, ma chérie. Un mariage fondé sur un mensonge aussi énorme est voué à l'échec un jour ou l'autre. Le mariage est censé être une collaboration basée sur l'amour et la confiance. Imagine ce qui pourrait arriver si, pour une raison imprévue, dans plusieurs années, après que vous ayez des enfants, Ketchum découvre ce que tu as fait. J'ai du mal à imaginer la profondeur de la trahison qu'il ressentirait. Il pourrait se sentir obligé de rester. Juste parce que vous avez des enfants, cette pensée est insupportable. Non, tu dois lui dire. » Et ainsi, Eden fit précisément cela. C'est pourquoi elle était maintenant assise seule sur le canapé du salon, en larmes, complètement inconsciente de l'endroit où se trouvait son mari. Jamais de sa vie elle ne s'était sentie aussi isolée et effrayée.
Pendant ce temps, Ketchum était un jeune homme encore plus désemparé que sa femme n'était une femme terrifiée. Il n'avait jamais imaginé que Eden puisse commettre un tel acte. Ses sentiments oscillaient considérablement entre colère, chagrin et appréhension. Une partie de lui ne souhaitait rien de plus que de la confronter violemment. Une autre partie souhaitait ignorer toute la situation, la traitant comme un terrible cauchemar dont il se réveillerait bientôt. Il avait éteint son téléphone et avait décidé de passer la nuit dans un motel bon marché. Allongé sur le matelas ferme, les bras croisés derrière la tête, il fixait le plafond blanc cassé taché de tabac qui ressemblait à du pop-corn. Il tenta de distraire son esprit de ses soucis en imaginant que les formes irrégulières du crépi texturé représentaient des images d'animaux. Cependant, il n'y parvenait pas. Son cerveau était incapable de se concentrer de cette manière pour l'instant. Ketchum comprenait qu'il devrait finir par communiquer avec Eden. Pourtant, il ne savait pas quelle question poser. Éprouve-t-elle encore de l'affection pour lui? Est-elle en train d'entamer une procédure de divorce? Que doit faire une personne dans une situation pareille, au juste? Il s'efforçait de maîtriser ses émotions. La fureur, l'animosité et le désespoir semblaient être les sentiments les plus dominants et les plus appropriés. Garder le contrôle sur sa colère n'était pas une mince affaire. L'envie de traquer son amant et d'en venir aux mains lui semblait infantile. Même si l'autre ne finissait pas à l'hôpital, Ketchum risquait de se retrouver derrière les barreaux. Si elle avait de toute façon l'intention d'entamer une procédure de divorce, il ne voulait pas lui offrir la satisfaction de voir son amant prendre le dessus sur lui. Et puis, bon sang, il était comptable, pas combattant. Pour une raison qu'il ignorait, il ressentait également un sentiment de honte et d'inadéquation. Mais pourquoi éprouverait-il ces sentiments? Peut-être pensait-il avoir commis une erreur ou avoir déçu Eden, mais il ne parvenait pas à identifier une seule cause à cela. Peut-être était-ce un point qu'il devait explorer avec elle. Ketchum réactiva son téléphone et répondit au message d'Eden, qu'il avait négligé de lire. Aux 6 messages qu'elle avait envoyés, il se contenta de répondre « Je vais bien. Je rentre demain matin pour qu'on puisse parler. » Puis, il éteignit de nouveau le téléphone. Il ne dormit pas de la nuit et ne conçut jamais de plan concret. Ses omissions allaient s'avérer être des erreurs importantes. Comme c'était samedi, ni Eden ni Ketchum n'avaient besoin d'aller travailler, et il arriva à la maison vers 11 heures du matin. Il se gara sur la place réservée à leur appartement, bien que, pour une raison inconnue, cet acte lui sembla étrange. Il était épuisé et toujours incertain de ce qu'il allait dire à sa femme. Ketchum resta assis dans sa voiture pendant près de 15 minutes, apercevant de temps en temps Eden qui jetait des coups d'œil à travers les rideaux, l'observant. Il réalisa qu'il n'y avait plus moyen d'éviter l'inévitable. Finalement, rassemblant son courage, il s'aventura à l'intérieur. Alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée, il hésita. Pour une raison inexplicable, il se demanda s'il devait frapper avant d'entrer. Heureusement, il fut épargné de ce choix, que son esprit embrumé ne semblait pas pouvoir résoudre. Eden surgit à travers la porte et se précipita vers lui, en larmes, s'excusant, octant, l'étreignant fermement. Sa réaction ne fit que le déconcerter davantage. Elle le guida dans le salon, marmonnant des phrases incompréhensibles tout du long. Ketchum n'était pas tout à fait convaincu que c'était dénué de sens, mais son état d'esprit fragmenté ne pouvait saisir qu'un mot sur 3 ou 4 qu'elle prononçait. « Ketchum, s'il te plaît, assieds-toi à côté de moi », demanda-t-elle, en désignant le canapé à côté d'elle. Il se contenta de la regarder et resta enraciné à sa position. C'était une erreur. Il n'était pas en état d'avoir une discussion sérieuse avec Eden. Les seuls mots qui échappèrent à ses pensées confuses furent « Quel est son nom ?» Eden. Eden parut surprise. Je. À ce moment-là, Eden sembla tout aussi perplexe que Ketchum. Elle avait répété son monologue à l'avance et n'avait pas anticipé cette tournure. Son nom n'a pas d'importance pour le moment. Je préférerais qu'on se concentre sur le présent. Ketchum sembla déconcerté. Ah, d'accord. J'ai du mal à interpréter la situation. Eh bien, alors je suppose que je devrais partir. Il fit aussitôt volte-face et quitta l'appartement sans un regard en arrière. Eden resta stupéfaite, affalée sur le canapé. Elle était trop étonnée pour le poursuivre, l'arrêter ou même l'appeler. Que venait-il de se passer? Que avait-elle dit de mal? Pendant ce temps, Ketchum présumait que son mariage était terminé. Elle ne semblait pas vouloir révéler le nom de son amant, ostensiblement pour le protéger. Pour lui, cela suggérait qu'elle éprouvait des sentiments pour quelqu'un d'autre.
De toute façon, qui avait-il à gagner? Au moins, maintenant, il comprenait parfaitement la situation. Quelques jours plus tard, alors qu'Eden était assise à son bureau un vendredi matin, elle n'était pas plus productive qu'en début de semaine. Heureusement, Preston ne lui prêtait pas attention, se contentant de hocher la tête poliment et de lui souhaiter une bonne journée lorsqu'ils se croisaient dans le couloir. Cela convenait parfaitement à Eden. Elle avait des choses plus urgentes à considérer. Il n'y avait eu aucune communication de Ketchum. Pas un seul appel, SMS ou courriel. C'était comme s'il avait complètement disparu. Elle avait téléphoné à son lieu de travail à plusieurs reprises, mais n'avait jamais réussi à le joindre. Elle comprenait que ce n'était pas par hasard, et cette réalisation ne fit qu'accroître son malaise. « Salut. »« Oh, salut. J'adore ta tenue. »« Quoi? Qui êtes-vous » Eden fixa la jeune femme aux cheveux violets éclatants, un anneau argenté dans le nez et un tatouage de licorne rose sur son bras gauche. La femme se prélassait contre l'encadrement de la porte du bureau d'Eden. « Ah, vous devez être Eden Caldwell. »« Oui. Que voulez-vous ? » ?»« Vous êtes notifié, ma jolie. » »« Bonne journée. » La jeune femme au look grunge prit promptement une photo avec son téléphone, fit une bulle avec son chewing-gum et disparut aussi vite qu'elle était apparue, remettant à Eden une enveloppe plutôt épaisse en papier fort. Eden recula devant l'enveloppe, la fixant comme si c'était un serpent venimeux prêt à frapper. Elle ne remarqua pas l'entrée de Preston dans son bureau. Il avait entendu l'incident avec l'huissier. Il resta debout devant son bureau pendant près de 5 minutes. Quand Eden finit par lever les yeux vers lui, Preston secouait la tête avec tristesse, une expression sombre sur le visage. « Tu n'aurais pas dû lui dire, Eden. Vraiment, tu n'aurais pas dû. Je suis tellement désolé. Vraiment désolé. » Preston se retourna et s'éloigna, secouant toujours la tête. Il se rendit directement aux ressources humaines et démissionna sans préavis. Environ 6 mois plus tard, le divorce fut prononcé. Eden ne le contesta pas parce qu'il n'y avait plus rien à contester. Après avoir payé son avocat et couvert la moitié des dépenses, il lui restait environ $700 sur son compte. Elle était presque sûre que Ketchum était dans une situation financière similaire. Bien peu de choses à montrer pour 5 ans de mariage. Eden ne rencontra jamais Ketchum pendant toute la durée de la procédure de divorce. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Elle avait tenté de contacter son lieu de travail le jour même où elle avait été notifiée. On lui avait brièvement informé, « Monsieur Caldwell ne travaille plus ici. » D'innombrables appels téléphoniques à sa famille et à ses amis ne menèrent nulle part. Elle était convaincue que ses parents et son frère savaient où il était, mais ils ne divulguaient pas l'information. Il n'était pas grossier. Il n'élevait pas la voix. Mais il était évident qu'il préférait ne rien avoir à faire avec elle. Lorsqu'elle contacta sa mère, celle-ci réagit d'abord avec compréhension. Cependant, quand Eden lui demanda si elle pouvait temporairement loger chez elle, sa mère refusa catégoriquement. « Pas possible ? Que veux-tu dire, pas possible ? S'il te plaît, maman, j'ai besoin de ton aide. Tu dois régler ça par toi-même, et tu n'y arriveras pas si tu te réfugies à la maison comme une enfant qui est tombée et s'est écorché le genou à la récréation. Mais, maman, c'est toi qui m'as encouragé à lui dire. » Son ton frisait le désespoir. « Tu devais lui dire, ma chérie. C'était la chose éthique à faire. Mais cela ne signifie pas que ton mariage allait durer. J'espère que tu comprendras un jour pourquoi je t'ai poussé à le faire. » Eden avait l'impression que sa vie autrefois sereine, stable et méthodique avait pris fin. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. 10 ans plus tard, Preston ? Serait-ce toi ? Il s'est passé tellement de temps. Elle était stupéfaite de le voir là. La dernière fois qu'elle avait entendu parler de lui, il résidait à des centaines de kilomètres. Soudain, il sortit de sa rêverie. Ces derniers temps, il semblait que toute son existence sociale se résumait à la solitude, assis dans ce café, à contempler son passé tourmenté et son avenir incertain. Cette voix implacable, si reconnaissable. Un souvenir qui refusait de s'estomper. L'unique moment qui le torturait encore. Ce n'était pas possible. Salut, Shelly. Il s'est passé tellement de temps. Preston se força à articuler ces mots. Waouh. Contrairement à moi, elle semble toujours radieuse. Si vive, joyeuse et pleine de vie. Elle doit approcher la 50aine maintenant. Preston se contenta de la regarder.
Il aurait dû s'attendre à la croiser tôt ou tard. Après tout, cette ville n'était pas très grande, et il venait seulement de déménager. Si Preston avait maintenu une vie sociale ne serait-ce qu'un peu régulière, leur chemin se serait sûrement croisé bien plus tôt. Preston n'avait pas conversé avec elle depuis leur divorce. Après cette période douloureuse, il n'avait presque pas communiqué avec ses enfants. Il ne les avait pas vus depuis plus de 6 ans. Il se contentait d'envoyer des cartes postales pour les anniversaires et Noël à ses enfants et petits-enfants, dispersés dans tout le pays. Il n'avait pas encore rencontré ses 3 petits-enfants en personne. Shelly tenta de briser le silence inconfortable. Oui, Preston, ça fait probablement environ 20 ans. Le silence gênant persista. Shelly, pendant ce temps, observa que Preston paraissait vieilli, abattu et fatigué. La vie ne l'avait pas épargné. Déçue et humiliée par son manque de réaction, elle se prépara à partir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle remarqua des larmes qui montaient aux yeux de Preston. Elle choisit de rester et s'assit sans attendre une invitation. « Qu'est-ce qui se passe, Preston ?» Elle n'avait pas l'intention de le formuler de manière aussi abrupte. « Je veux dire, pourquoi es-tu revenu ?» ajouta-t-elle précipitamment, s'efforçant d'adoucir son ton. Cela semblait être l'ouverture la plus sûre. Preston haussa brièvement les épaules d'un air détaché. « Je ne suis pas tout à fait sûr. La succursale où je travaillais a été fermée. Alors, au lieu de recommencer ailleurs, j'ai choisi de revenir ici. » Il tenta une faible plaisanterie. « Eh bien, tu sais, dans la plaque tournante de l'assurance du Nord-Ouest. » Il laissa échapper un rire cynique. « Peut-être que je revisite simplement le lieu du crime. Je suppose que c'est là que ma vie a déraillé. » Shelly parut surprise. « Allons, Preston, tu ne peux pas être sérieux. Tu t'es remarié? Tu fréquentes quelqu'un? Enfin, les enfants n'en parlent jamais. » Non, pas vraiment. Il pensa sincèrement que ça ne la regardait pas mince. « Je ne suis plus la personne que j'étais. Enfin, je suis probablement devenu un vieux grincheux. J'imagine que plus personne n'a vraiment envie d'être avec moi. » Il leva les yeux vers elle de dessous ses sourcils. « Ces derniers temps, je ne m'aime même plus moi-même. Chaque matin, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas l'homme qui me fixe. » Alors une idée le frappa. « Mince, si je ne m'aime même pas moi-même, pourquoi quelqu'un d'autre voudrait-il être avec moi ?» Maintenant, il se vautrait dans l'apitoiement sur son sort. D'une manière tordue, cela lui offrait du réconfort. Peut-être pas du réconfort, mais une justification. Ou peut-être était-il déterminé à réprimander la seule personne qu'il tenait encore responsable de la ruine de sa vie. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tout s'est déroulé comme ça. Il laissa échapper un grognement amer. À un certain stade de ma vie, voir le bonheur de quelqu'un déclenchait une vague d'irritation en moi. Parfois, j'avais l'impression que ma seule mission était de répandre le malheur que j'éprouvais à tous ceux qui m'entouraient. Shelly tenta d'intervenir, mais Preston explosa brusquement. « Pourquoi as-tu fait ça, Shelly ?» Lui-même n'était pas entièrement certain d'où venait cette question, elle semblait surgir des profondeurs de son être. Cependant, l'indéniable vérité que Shelly semblait prospérer tandis que lui avait succombé à la misère suscita une vague instantanée de ressentiment en lui. Il restait incertain quant à savoir si sa colère était dirigée contre elle ou contre lui-même. Quant à Shelly, elle fut complètement surprise et supposa instinctivement qu'il faisait référence à sa trahison. Ainsi, elle entama une explication, mais Preston l'interrompit brusquement. « Je ne parle pas de l'adultère, Shelly. Ce que je veux dire, c'est pourquoi tu me l'as dit? Pourquoi l'as-tu avoué? Je ne l'aurais peut-être jamais découvert. » Sur ce, il frappa violemment la table, faisant sursauter Shelly. « Tu n'étais même pas à la maison. C'était juste un individu au hasard, quelqu'un que tu ne croiserais plus jamais. » Son ton frôlait la supplication, alors qu'il cherchait inlassablement à comprendre comment sa vie avait déraillé. « Pourquoi as-tu détruit ma vie? » Je devais te le dire, Preston. C'était plus une question pour moi que pour toi. Je suppose que je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si je m'étais retenu de le faire. Une vague d'horreur la submergea lorsqu'elle comprit que Preston n'avait jamais dépassé ce point. Preston, c'est arrivé il y a 20 ans. Au moins, regrettes-tu de me l'avoir révélé, Shelly? Il fut stupéfait par son apparente sérénité. Pourtant, il se trompait, elle n'était pas calme. Choqué caractériserait son état plus justement que calme. Pourquoi?
Oh, mon Dieu, il n'a vraiment pas avancé. Comment est-ce possible? Waouh, Preston, c'est une question incroyablement difficile à répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Enfin, tu n'es pas obligé de me donner une explication. Je sais que c'est de l'histoire ancienne, mais j'aimerais comprendre. Au moins. Il eut du mal à croiser son regard. J'ai mes propres raisons de vouloir des éclaircissements. Si tu préfères, je peux te raconter ça plus tard. Son ton doux encouragea Shelley, qui marqua une pause pour rassembler ses pensées. Bien qu'elle ait réfléchi à cette question d'innombrables fois, cela faisait des années qu'elle ne s'était pas vraiment replongée dans le sujet. Shelley avait avancé et était heureuse dans sa vie actuelle. Elle ne voyait aucun intérêt à ressusciter un passé qu'elle avait enterré depuis longtemps. Néanmoins, sa question éveilla un peu sa curiosité, et son désespoir était évident. Eh bien, juste après t'avoir révélé ça et, bon, que tout se soit effondré, j'ai assurément regretté ma confession. J'étais profondément bouleversé par mes actions. Progressivement, sa colère s'est déplacée vers lui. J'étais enragé par ton manque d'empathie. Probablement parce que tu ne croyais pas que ma confession venait d'une honnêteté sincère ou parce que tu as refusé de m'accorder une seconde chance. Tu ne m'as même pas permis de clarifier quoi que ce soit, et cela a attisé ma colère. Preston tenta d'interrompre, mais Shelley l'écarta et continua. Je reconnais maintenant que c'était stupide de ma part, mais je dis la vérité. C'est exactement ce que je ressentais alors. Mais après de nombreuses séances de conseil, j'en ai déduit que tout était de ma faute. Je n'avais pas le droit d'attendre une réponse spécifique de ta part. Elle hésita, incertaine quant à savoir si elle devait continuer, et regarda Preston d'un air interrogateur. S'il te plaît, j'ai besoin d'être éclairé, Shell. D'accord, Preston. Elle inspira profondément, concluant ses pensées. Non, je ne regrette pas de t'avoir révélé la vérité. Premièrement, je crois que cela m'a finalement aidé à progresser. Deuxièmement, si je ne l'avais pas révélé, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mon existence actuelle est aussi riche que j'aurais pu l'espérer. Je ne pourrais pas être plus heureuse ou plus en paix que je ne le suis aujourd'hui, continua-t-elle, notant son acceptation de sa franchise. Nous avons 2 enfants adultes, épanouis et heureux. Et maintenant, avec mon mari, j'ai une fille merveilleuse. À ce moment précis, Preston l'interrompit. Est-ce qu'il est au courant pour moi? Pour nous? Lui as-tu révélé ce qui s'est passé? Oui, Preston, je lui ai tout dit, rétorqua-t-elle sèchement, irritée que Preston suppose le contraire. Dès que notre relation est devenue sérieuse, j'ai eu une conversation à cœur ouvert avec lui, en mettant toutes les cartes sur table. Je lui ai avoué que c'était entièrement de ma faute, que tu n'avais rien fait pour mériter la façon dont je t'ai traité. Malgré son incertitude quant à la suite, elle continua. Après tout, il avait insisté pour connaître la vérité. Preston, où en serions-nous si je t'avais caché ce secret? Serais-je aussi profondément reconnaissante pour ma vie que je le suis maintenant? Ou la culpabilité m'aurait-elle rongé petit à petit, finissant par nous détruire quand même? Bien qu'il y ait des moments où je remets en question cette décision. Peut-être aurais-je dû retarder cette révélation. Peut-être attendre que nous soyons tous les deux plus stables émotionnellement et moins vulnérables. Preston sembla visiblement découragé. Shelley remarqua ses épaules s'affaisser visiblement. Est-ce que tu repenses parfois à cette époque, Preston? Ce n'était pas une question rhétorique car, au fond, elle connaissait déjà la réponse douloureuse. Pour elle, la réponse était maintenant claire comme de l'eau de roche. Seulement une fois par jour, Shell. Juste une fois par jour. Ses épaules tremblèrent légèrement alors qu'il luttait pour maîtriser ses émotions. Il hocha lentement la tête, comme s'il essayait d'assimiler ce qu'il venait de dire. Shelley commença à se sentir sentimentale, alors elle intervint rapidement. Pourquoi, demanda-t-elle, en gesticulant amplement et en se penchant en arrière sur sa chaise, ce souvenir de tout cela a-t-il encore autant d'importance pour toi? Il fixa son ex-femme, la femme qu'il avait autrefois considérée comme l'amour de sa vie, les yeux remplis de larmes. Après une brève pause, il raconta toute l'histoire. Chaque détail, à partir du moment où il réalisa son erreur de ne pas s'être confié à elle, jusqu'à sa brève liaison avec Eden. Il partagea sa difficulté à tourner la page. Il dévoila toutes ses angoisses et ses faiblesses. Il admit que rien de tout cela n'était comparable au dégoût de soi qu'il éprouvait pour avoir fait à une autre ce qu'elle lui avait fait. Il raconta comment ses pensées troublantes l'avaient presque conduit à se faire du mal.
Quel genre d'homme suis-je si je peux faire à quelqu'un d'autre ce qui a brisé ma propre vie? Shelley, je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question qui me permette de passer une nuit paisible. Quoi qu'il en soit, il expliqua qu'il se sentait coupable de n'avoir même jamais tenté une conversation avec elle, de n'avoir peut-être jamais essayé de sauver leur mariage. 20 ans de rage refoulée, de dégoût de soi, de perplexité et d'insatisfaction principalement dirigés contre lui-même éclatèrent. Il lui fallut plus d'une heure pour tout exprimer. Pendant toute cette durée, Shelley se contenta d'écouter attentivement. Elle se souvint de quelque chose que son thérapeute lui avait dit de nombreuses années auparavant. Il lui avait dit que, le plus souvent, la personne qui avait été trahie avait plus de mal à aller de l'avant que celle qui avait commis la trahison. Jusqu'à ce moment, Shelley n'y avait jamais vraiment cru. Pour être honnête, Shell, ce qui me pèse le plus aujourd'hui, ce n'est pas l'adultère en lui-même, c'est plutôt mes propres défauts. Je ne sais honnêtement pas si notre mariage aurait résisté si je t'avais laissé la possibilité de t'expliquer. Mais je me demande ce qui se serait passé si je t'avais au moins parlé, si j'avais cherché à comprendre ton point de vue et si j'avais fait un effort pour partager ma douleur, mes inquiétudes et tout le reste. Je me demande si j'ai gaspillé toutes ces années, pratiquement toute ma vie. L'émotion le submergea et il s'arrêta un instant. Peut-être aurais-je pu progresser plus tôt. Peut-être que je n'aurais pas fini par briser le mariage de quelqu'un d'autre. Quelle situation malheureuse. Elle fut surprise et attristée, mais, à son soulagement, son aveu ne provoqua aucun souvenir douloureux du passé qu'elle avait depuis longtemps dépassé. Au lieu de cela suscita sa compassion pour lui et la fit se demander s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour l'aider à aller de l'avant. Une idée frappa Shelley, c'était risqué, mais parfois l'occasion se présente. La seule question qu'elle se posa était de savoir s'il était vraiment judicieux de laisser un Preston profondément blessé réintégrer sa vie. Mais c'était l'un de ces moments où elle pouvait lui offrir une chance de se racheter. C'était peut-être le moins qu'elle puisse faire pour aider Preston à redevenir l'homme qu'il était autrefois. Écoute, Preston, j'aimerais que tu viennes chez moi le week-end prochain. J'aimerais que tu rencontres ma famille. Tes enfants et petits-enfants seront également là. Ils se réunissent tous en ville pour le 75e anniversaire de ma mère. C'est ta chance de renouer avec ta famille. Tes enfants ont besoin de toi, et tu leur manques vraiment. Ils n'ont pas besoin de moi, Shell. Je doute même qu'ils aient envie de me voir à ce stade. Shell intervint rapidement, le coupant. C'est absurde, Preston. Son ton devint vif, contestant sa remarque absurde. Ils ont vraiment besoin de toi et aspirent à ta présence. C'était maintenant au tour de Preston de répondre. Il n'arrivait pas à regarder Shelley. Il regrette peut-être celui que j'étais, Shelley, mais pas celui que je suis aujourd'hui. C'était une déclaration profondément triste, peut-être l'épitaphe la plus juste à graver sur sa pierre tombale. Même Preston le reconnaissait en lui-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Peut-être que je vais réfléchir à y assister, Shell. Tu as intérêt à te montrer, Preston. Ne m'oblige pas à te traquer. Elle lui lança un sourire enjoué, suivi d'un sourire chaleureux. À moins que tu ne comptes te présenter à nouveau. Preston soupira. Je te le promets, Shell. Je vais essayer d'être là. Il était temps, j'imagine. Bien qu'elle doute de son engagement, elle lui donna tout de même son adresse et se tourna pour partir, puis s'arrêta et jeta un coup d'œil à Preston. Dis, tu sais ce qui lui est arrivé? À eux? Honnêtement, Shelley, je n'en sais rien. Quand je suis revenu en ville, j'ai croisé quelques anciens collègues. Quand je me suis renseigné sur elle, ils m'ont dit qu'après avoir traversé des moments difficiles, elle avait quitté l'État. Ils pensent qu'elle a déménagé en Californie pour prendre un nouveau départ. Une de ses amies proches du bureau m'a dit qu'elle avait parlé avec la mère d'Eden il y a quelques années. Elle déménageait là-bas pour être plus proche de sa fille et de ses petits-enfants. Apparemment, Eden s'est remarié et a maintenant 3 enfants. Selon sa mère, Eden est heureuse et mène une vie épanouie. Quant à son mari, comment s'appelait-il déjà? Ketchum, je crois. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'imagine que j'avais peur de ce que la réponse aurait pu révéler. J'espère que tout s'est bien passé pour lui, du moins mieux que pour moi. L'émotion submergea Preston, son esprit inondé de souvenirs sombres du passé. Je ne me pardonnerai jamais ce que je leur ai fait. Shelley resta sans voix. Je ne sais pas, Preston. On avance dans la vie comme elle vient. Elle secoua la tête avec mélancolie et se leva pour partir. Preston, je te vois samedi.
Elle hésita, le fixant simplement un instant. Elle cherchait quelque chose de plus à offrir, un moyen de l'aider. Tu ne vas peut-être pas vouloir entendre ça, Preston, mais il y a longtemps, j'ai dû me pardonner mon erreur, ce que je nous ai fait. Quelqu'un m'a dit un jour que ce n'était pas fini pour moi, qu'aujourd'hui pouvait marquer le début du reste de ma vie. Tout ce que j'avais à faire était de laisser le passé derrière moi. Shelley n'était pas sûre de devoir continuer, mais après une pause, elle décida que c'était nécessaire, aussi douloureux que cela puisse être. Preston, regarde-moi. Il le fit, son expression illisible pour Shelley. Je n'essaie pas de te blesser en disant ça, mais quelques mois après notre divorce, j'ai délibérément choisi de ne pas laisser mon erreur ruiner ma vie. J'ai dû avancer. Je suis désolé. Peut-être que ça fait de moi une personne horrible à tes yeux, mais c'était quelque chose que je devais faire. Elle se tourna et s'éloigna, le laissant seul au milieu de ses pensées. Elle n'était pas certaine de le revoir un jour. Pour le bien de Preston, elle espérait que oui, mais dans tous les cas, elle ne laisserait pas cela impacter sa vie. Shelley avait compris depuis longtemps qu'on ne peut pas aider quelqu'un plus qu'il n'est prêt à s'aider lui-même. Preston resta immobile et silencieux, regardant Shelley disparaître par la porte. Une fois qu'elle eut disparu de sa vue, il parcourut le café du regard. Pour une raison quelconque, il était stupéfait que rien n'ait changé. Les gens continuaient d'aller et venir. Les conversations aux différentes tables se poursuivaient sans interruption. Les baristas prenaient et livraient les commandes sans perdre un instant. Le monde ne tournait pas autour de lui, et personne ne se souciait de ses difficultés, mais pour lui, tout avait basculé. En seulement quelques heures, son monde ordonné avait été complètement bouleversé, et personne ne semblait s'en apercevoir. Tout, en apparence, suggérait que la vie continuait sans perturbation, mais une immense transformation s'était produite en lui. Il songea à la façon dont il avait perdu 2 décennies de son existence, pris au piège de ce qu'il avait autrefois considéré comme un instant irrévocable et définitif. Cela lui semblait profondément injuste. Qui détenait la vérité, et qui s'était trompé? La distinction était-elle encore pertinente? La réalisation le frappa que pendant 20 ans, il avait permis au choix de Shelley de dicter la trajectoire de sa vie. Depuis lors, ses relations avec les autres, sa perspective sur l'existence et son bien-être émotionnel avaient tous décliné progressivement. Pendant ce temps, la femme dont les décisions avaient contribué à sa perte avait progressé si loin que leur passé commun lui apparaissait désormais comme un souvenir flou et lointain. Était-elle l'incarnation du mal ultime dans son univers? Ou était-ce simplement la conséquence de sa propre complaisance dans le regret et des années gaspillées? Pouvait-il trouver la force d'avancer? Il ne le savait honnêtement pas. Preston était certain de très peu de choses, sauf d'une seule, il se rendrait sans aucun doute chez Shelley samedi. Quant au reste, il faudrait simplement qu'il s'en sorte au fur et à mesure que les circonstances se présenteraient.